Hey, hey, bonsoir et bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On est là, toujours en place, quoi qu'il se passe. 17h30, le rendez-vous de tous les supporters avec OL Night System spécial. Et on reçoit tous les soirs à 17h30 un invité. Et ce soir, je suis très content et même assez fier de recevoir Hervé Matou. Hervé, bienvenue. Merci Bart, salut à tous. Avec plaisir, Hervé. Hervé, la même question que tous les amateurs de foot se posent en ce moment. Va-t-on reprendre le championnat? Dans quelles conditions va-t-on reprendre le championnat? Comment tu vois la sauce, toi? Écoute, c'est effectivement la question qu'on se pose tous. Il y a 15 jours, 10 jours, j'aurais été très optimiste sur le fait que ça reprenne. Là, je suis plus circonspect, notamment parce que je vois que des acteurs, et non pas les moins importants, puisque ce sont les joueurs, sont quand même très, très réticents. On va voir, on va attendre déjà ce qui sera dit sur le déconfinement demain par le Premier ministre. Et puis également, la chance qu'on a, je dirais, c'est qu'on a un petit peu de temps de retard. Donc on va voir comment ça se passe en Allemagne, comment ça se passe dans les autres pays. Et ça nous donnera une idée de savoir si c'est possible. Mais j'ai envie de croire que ça va quand même reprendre d'une manière ou d'une autre. C'est un cauchemar à Canal parce qu'on sait très bien que le football fait partie intégrante des programmes. Aujourd'hui, c'est un peu comme les informations de la Fédé, c'est tout et son contraire d'un jour au lendemain ou pas? Je crois que tout le monde navigue à vue. C'est Et ça. moi, je pense qu'il faut quand même être plutôt pas trop sévère, quoi, parce que on est dans une situation inédite et je pense que tout le monde, y compris les personnes qui dirigent le monde, avance à la boussole des scientifiques. Et les scientifiques sont des hommes aussi, donc eux-mêmes donnent. Il y a des gens qui disent ça, d'autres qui disent que ça évolue. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas vouloir quelque chose qui soit rectiligne et évident. Voilà. Pour ce qui est de Canal, c'est un coup dur, mais j'ai envie de dire que notre modèle généraliste est un atout quand même. C'est-à-dire que les gens regardent beaucoup aujourd'hui leurs écrans et on a la chance d'avoir des séries, du cinéma, voilà, et de ne pas dépendre totalement du sport direct, même si c'est quand même un élément très important de notre programmation. 04 84 80 69 deux fois pour joindre Hervé Matou et lui poser des questions. Il est notre invité jusqu'à 18h. Avant de rentrer dans le vif du sujet encore plus avec la Ligue 1, je voudrais revenir, Hervé, sur ce fabuleux doc. C'est pas grave d'aimer le foot et j'aimerais savoir pourquoi tu as décidé à un moment de faire un sujet comme celui-ci parce que tu expliques durant ce doc que le football est quelque chose de riche, d'intéressant et même d'intellectuel, alors qu'on a le sentiment pour beaucoup que c'est réservé à pas des abrutis, j'exagère un peu, mais quand même. Bah, en fait, c'est parti d'une interrogation intime. Ça fait 30 ans que je travaille dans le foot et c'est vrai que parfois j'ai des doutes. Le foot est critiqué et honnêtement, on voit qu'il est parfois critiquable. Donc, je me suis vraiment interrogé. Je me suis dit, est-ce que ça fait 30 ans que je travaille pour un sport de débile? Et donc, j'ai décidé d'aller voir des gens plus intelligents que moi, dont c'est le métier de réfléchir en fait, mais qui affichaient eux un amour pour le foot. Donc, pour aller leur demander pourquoi eux, ils aimaient toujours le foot et si j'avais raison de continuer à l'aimer, parce que malgré ces doutes dont je t'ai parlé, je continue à kiffer le foot. Donc voilà, je suis allé voir ces gens, des anthropologues, des sociologues, des grands écrivains, qui m'ont parlé du foot et je me suis très vite rendu compte en fait que le sujet allait être une réhabilitation de l'amour du foot. Et c'est pas moi qui le défends, c'est eux qui le défendent, donc ils le défendent très bien. Et donc voilà, et quelque part, je te remercie pour les gentils mots que tu as eus sur le doc, mais il y a, il y a beaucoup de gens, le mot qu'on m'a le plus dit, c'est pas bravo, c'est merci. En fait, j'ai l'impression d'avoir levé une armée d'ombre de gens qui aimaient le foot, mais et parce que moi, j'ai dans mon entourage plein de gens qui adorent le foot, qui sont super intelligents, intello, etc. Donc voilà, tous ces gens-là, un petit peu se sont levés pour dire voilà, merci, merci, je peux enfin soit comprendre pourquoi j'aimais le foot, les gens ont mis des mots là-dessus, soit montrer à ceux qui sont à côté de moi et qui ne comprennent pas pourquoi j'aime le foot que c'est quelque chose de noble. Donc voilà, c'est devenu une sorte de ode à la beauté de ce sport qu'on aime tous. C'est très réussi. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui regardent cette émission et qui justement pensent que le football est réservé à des mecs qui sont sur leur canapé avec un gros bide, qui mangent des pizzas, qui boivent des bières?
Est-ce que tu crois vraiment que ceux qui regardent cette émission pensent ça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. T'as Non, mais tellement par contre, raison. non, par contre, j'ai plutôt envie de dire, parce que des gens dont tu as parlé, ça existe aussi. Bien sûr. Et j'ai plutôt envie de dire aux gens qui aiment le foot, mais qui parfois oublient pourquoi ils l'aiment et oublient d'où vient ce sport, en fait. De regarder le doc, je fais ma pub, Ouais, vas-y. sur MyCanal, parce quand on aime le foot, en fait, on n'aime pas juste son équipe là, qui joue, on s'inscrit dans une histoire, en fait, une histoire humaine fabuleuse avec et il y a plein de connexions, en fait, de connexions politiques, des connexions sociologiques, des connexions vraiment intimes de l'humanité. Et c'est toujours mieux d'essayer d'en ressentir les vibrations, quoi. Est-ce que c'est difficile d'être Hervé Matou, travailler sur Canal+, parler de la Ligue 1 essentiellement, et garder et toujours être, comment dire, pas segmenté, parce que c'est très compliqué quand je te vois travailler, etc. Tu as une position qui est un petit peu délicate, parce que tu as Pierrot Ménès qui envoie des boulets rouges, toi tu es au milieu, etc., pour essayer de faire cette espèce d'équilibre. Est-ce que c'est compliqué pour toi, ça, Hervé? Franchement, non. Je dis pas que c'est facile, mais je pense que je suis fait pour ça, en fait. Je crois que je suis né. Médiateur, naturellement? Voilà, je suis né pour être un modérateur, je pense que j'aurais dû travailler au ministère des Affaires étrangères. Voilà, déjà, il y a un principe que je me suis toujours appliqué dans ma carrière qui dure depuis, j'ai commencé en 90 dans le foot. C'est la neutralité et le fait que les gens, 30 ans après, me demandent constamment pour qui je suis, le fait qu'ils se posent la question, ça me prouve que j'ai tenu cette neutralité. Alors, il y a tous ceux qui pensent que je suis à fond pour Lyon, pensent que je suis à fond pour Saint-Etienne, ceux qui pensent que je suis à fond pour Marseille, ceux qui pensent que je suis à fond pour Paris. Les supporters sont toujours ceux qui estiment le mieux pouvoir savoir ce que c'est que la neutralité voilà. Donc, en gros, ne pas être à 100% pour leur club, c'est ne pas être objectif. Et bon, voilà, moi, je m'applique ça, mais assez aisément. J'ai un club de cœur, je vais vous le donner, voilà, ceux qui me connaissent le savent, c'est Clermont Foot. Voilà, j'ai grandi à Clermont, donc c'est Clermont. Mais quand je regarde un match de Clermont, par exemple, ça ne m'empêche pas de vibrer, ça ne m'empêche pas de. Mais je reste toujours lucide sur les faits. Je peux très bien dire là-dessus, franchement, je me suis souvent trouvé dans un stade à Clermont avec tous les gens autour de moi qui disaient ah, il y a main, il y a pénalty, il y a bidon et tout. Je dis non, il y a pas main. Ou alors, il y aurait pu, mais franchement, ce n'est pas illogique que ce soit pas sifflé. Voilà. Pour moi, c'est ma nature. Et donc, le rôle d'arbitre sur un plateau de télé, c'est un rôle qui me va bien. J'aime bien donner mon avis à droite à gauche de temps en temps, mais ce rôle finalement de faire vivre, parce que c'est ça aussi mon rôle d'arbitre, c'est pas juste de compter les points, c'est de faire vivre des idées qui ne sont pas développées sur le plateau. C'est-à-dire que si tu as deux personnes qui disent exactement la même chose, je vais éventuellement soulever l'idée qui n'est pas dite, même si je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée, mais voilà, pour qu'elle existe. C'est un peu, je vais caricaturer, hein, dans un débat politique, il y a des idées de gauche qui s'expriment, mais il n'y a personne de droite, ben, tu vas exprimer une idée de droite. Il y a deux gens de droite qui parlent, une idée de gauche n'est pas exprimée, tu vas dire, oui, il y a quand même une idée. Voilà, c'est juste faire équilibrer le débat pour que les gens qui regardent la télé aient le sentiment que leur avis est représenté, y compris par quelqu'un qui n'est pas là. Quelle est l'image à Canal, en règle générale, de l'Olympique Lyonnais? Parce que on sait que c'est un club avec un président avec un gros aura comme ça qui est très présent, qui l'ouvre beaucoup. C'est sa personnalité, c'est comme ça qu'il défend l'intérêt systématiquement et parfois on lui reproche. Franchement, oublie que tu es sur l'antenne d'OLTV. Quelle image renvoie l'Olympique Lyonnais à Canal? Je dirais un club à forte identité. Il n'y en a pas tant que ça. Avec une communauté très présente et très intervenante, et un président très présent et très intervenant. Et donc, je dirais que c'est plutôt... bon, ça fait partie des gros clubs. Tu avais compris que, et on en parlera peut-être, hein, les gens me le reprochent, mais
On fait essentiellement, le week-end, on a 3 matchs, on fait Paris, Marseille et Lyon. Voilà. Sauf si le calendrier ne nous permet pas de le faire. Voilà, parce que ce sont les 3 plus grosses communautés de téléspectateurs, de supporters, etc. Donc c'est un gros club avec un modèle très identifié. Et ce sont des rapports je t'aime, je t'aime plus, je t'aime, je t'aime plus, voilà, qui sont assez caractéristiques des rapports qu'on peut avoir avec Jean-Michel Aulas, qui très souvent à l'antenne vont s'en prendre à nous. Je me rappelle un jour avoir dit, je me souviens plus, mais je dois avoir dit, vous êtes 6e ce soir, voilà ce qui était factuel, ils étaient 6e ce soir. Je vois bien votre petit sourire que ça vous fait plaisir. Pourquoi ça me fait plaisir, voilà. Et puis 3 semaines après, il va nous passer la brosse à reluire en disant grâce à notre partenaire Canal, formidable, etc. Voilà le rapport avec l'OL, c'est ça, c'est chaud-froid. Mais globalement, et je le dis pas par démagogie parce que je suis chez vous, ça fait partie des clubs avec qui on travaille bien parce que c'est pro. Voilà. C'est très pro, structuré, et donc on en a plutôt plaisir à travailler avec l'OL en dépit des montées de température subites et parfois injustifiées. On va accueillir le camarade Farid au 04 84 80 69 deux fois. Sois le bienvenu, Farid. Merci d'avoir pris le temps de nous téléphoner. On t'écoute. Oui, bonjour Bart. Salut Hervé. Bonjour. Moi, je suis ravi d'être là parmi vous. Donc, vous m'entendez bien? Très bien. On écoute ta question, Farid. Voilà, en fait, ma question envers Hervé, c'est parce que je trouve que Canal+, c'est quand même une référence dans le football. Et c'est pour ça que nous, les Lyonnais, comme on veut souvent la vérité, tout simplement, j'aimerais juste lui demander à Hervé pourquoi Karim Benzema, un garçon si exemplaire et irréprochable dans le football, n'est toujours pas en équipe de France. Pourquoi il se retrouve banni subitement, voire injustement? Parce que nous, sincèrement, les amoureux de l'OL, on ne digère pas, et tant qu'on n'aura pas compris, ça crée une amertume envers l'équipe de France, et je trouve que c'est dommage. Voilà, ou c'est politique ou personnel, côté sélectionneur, qu'ils le disent. Au moins, ça nous soulagera un peu. Mais franchement, c'est pas bon pour l'image, je trouve, et c'est des sujets quand même assez importants. Et j'aimerais qu'on minimise pas trop cet épisode parce que voilà, Benzema, c'est la jeunesse, c'est les quartiers, donc voilà, tout simplement. Juste avoir Merci un avis d'Hervé Matou parce que pour moi, Canal+, c'est vraiment une référence dans le football et pourquoi ne pas creuser un peu plus à l'avenir. Merci. Merci infiniment, Farid, de ta question. Il y a plusieurs questions dans la question de Farid, justement. Est-ce que pour toi, c'est une incompréhension? Est-ce que c'est vraiment incompréhensible cette histoire, ou est-ce que tu nuancerais un peu? J'ai l'impression que tout a été un peu dit, mais je vais redire. Je pense que c'est une anomalie, mais qui n'est pas incompréhensible. Je pense que Benzema ce que fait Benzema au Real Madrid, c'est exceptionnel. Je pense qu'on ne pouvait pas imaginer à ce point, peut-être qu'on ne mesure pas la réussite de Karim Benzema à l'OL. Dans l'histoire du foot, il y a toujours eu, dans l'histoire de l'équipe de France, des joueurs qui ont brillé quelque part et qui ont été sortis de l'équipe de France. L'exemple le plus frappant avant Benzema, c'est Eric Cantona. Voilà. Cantona qui était un dieu à Manchester United et qui n'a pas été appelé par Aimé Jacquet parce que Jacquet a estimé à un moment donné, il a profité d'ailleurs Jacquet de la suspension de Cantona qui avait donné le kick aux supporters. Il a pris pour prétexte cette absence de Cantona pendant un temps pour dire finalement mon groupe vit mieux sans lui parce que c'est vrai et qu'à l'époque beaucoup de joueurs étaient un petit peu inhibés par la présence de Cantona qui est une très forte personnalité. Voilà. C'est pour vous dire qu'il y a eu d'autres exemples comme ça et que les gens qui étaient en adulation devant Cantona à Manchester ne comprenaient jamais, et ça n'a pas empêché l'équipe de France d'être championne. Pour revenir à Benzema, ce qui a déclenché la crise, ce n'est pas un supporter, c'est tous cette histoire qui n'est pas jugée ou a été jugée en partie, donc on ne va pas ouvrir aujourd'hui ce dossier judiciaire, mais en tout cas, à un moment donné, il y a eu une tension autour du cas Benzema,
qui fait que Deschamps a dit ni Valbuena ni Benzema ne viendront en équipe de France tant que ça ne sera pas réglé. Et rappelez-vous, d'ailleurs, les débats, dans un premier temps, c'était plutôt c'est dégueulasse pour Valbuena qui, lui, n'a rien fait et est exclu de l'équipe de France. Donc voilà, les deux sont sortis sur cette histoire. Après, Deschamps, comme d'autres sélectionneurs dans le passé, constate que de nouveaux leaders apparaissent et qu'il s'inscrit dans un nouveau projet, voilà, dans un nouveau projet de vie de groupe, de jeu. Benzema, il faut s'en souvenir aussi, il faut être objectif. Karim Benzema en équipe de France n'a jamais fait des trucs hallucinants non plus. Voilà, il n'était pas l'avant-centre qui peut en but sur but, etc. Donc, Deschamps trouve une sorte de nouveau système, il y a des nouveaux leaders qui apparaissent, et à un moment donné, et là je ne défends pas, j'essaie d'être factuel, Deschamps a le sentiment que les nouveaux leaders qui ont pris le pouvoir dans cette équipe, ce serait compliqué de réintroduire Benzema là-dedans, qui est fatalement un leader parce qu'il a vu son statut du Real, et que ça ferait, ça crée une tension et qu'il perdrait, qu'il gagnerait en prenant Benzema, il le perdrait par rapport à ce qu'il construit. Donc ça, on peut l'entendre, l'expliquer. Ce qui valide quelque part le choix de Deschamps, c'est que ça marche et qu'ils sont champions du monde. Est-ce que vous voulez qu'on dise à ça? Donc, je comprends que les supporters de Karim Benzema soient déçus. Et moi, pour tout vous dire, Karim Benzema, je l'ai reçu sur le plateau du CFC il y a très longtemps. Et là, c'est là que je trouve que c'est dommage, qu'il y a eu une incompréhension. Pourquoi? Parce que quand Benzema décide de venir sur le plateau, je me dis, on est quelques mois avant la sélection de la Coupe du Monde. Je pense qu'il vient pour tendre la main à Deschamps. Parce que la situation, elle s'est aggravée par des incompréhensions. Benzema qui dit que Deschamps est raciste, honnêtement, il suffit de regarder l'équipe de France pour comprendre que Deschamps ne peut pas être raciste, qu'on ne peut pas être raciste dans le foot. Si un entraîneur dit je ne prends pas de joueurs de la communauté maghrébine ou de joueurs de la communauté africaine, d'origine africaine, il n'y a plus d'équipe. Donc, il a rappelé Ben Arfa, il a pris Fekir. Donc, voilà. Donc, pour moi, cet argument, il n'est pas entendable. Et donc, Karim Benzema, dans une maladresse, dit ça. Il le dit sans le dire, d'ailleurs, si on analyse bien. Ça se creuse entre les deux. Et à un moment donné, je pense qu'il faut que deux personnes, c'était assez facilement réglable autour d'une table. Et donc, je pense que moi, Benzema vient pour dire j'ai peut-être été mal compris quand j'ai dit que Deschamps était raciste. Je ne pense pas qu'il était raciste, mais il a peut-être été influencé, ça je suis d'accord avec lui, par l'opinion publique. Il s'est dit, il y a un certain nombre de personnes qui rejettent Benzema avec parfois un fond de racisme. Et que si l'équipe, je reprends Benzema, les gens qui sont derrière nous vont plus être derrière nous, etc. Il y a moyen de mettre des mots là-dessus, de réfléchir. Et à ma grande surprise, je l'avoue, sur le plateau, Benzema ne venait pas pour ça. Il venait pour dire non, il n'a pas enlevé déterré la hache de guerre. Deschamps, lui, aurait pu le faire aussi, mais il a son équipe, ça la rend. Enfin voilà, il n'est pas demandeur quelque part. Donc, je pense que la dernière chance que ça se règle, cette histoire en bonne intelligence, ça aurait été si ce jour-là, sur le plateau du CFC, Benzema avait entrouvert la porte. Il n'a pas fait ce choix, il a préféré dire. Alors, si tu le permets, c'est quand même fou. Un peu loin, mais... Hervé, c'est quand même fou. Je t'ai écouté avec beaucoup d'attention, c'est pas inintéressant du tout ce que tu racontes, mais c'est quand même curieux de penser que c'est au joueur de tendre la main à partir du moment où ce joueur en question, la main, on lui a retiré. Tu vois, non, c'est parce que, oui, mais en fait, je pense que je te donne mon analyse, voilà, c'est ce que je pense, hein, mais je pense que à partir de quand Deschamps décide de blacklister Benzema, à partir du moment où Karim Benzema, dans un média, je ne sais plus lequel, dit Deschamps ne me prend plus parce qu'il est raciste. Et enfin, il ne le dit pas comme ça, mais il a suivi une partie raciste du pays. Je ne sais plus exactement comment il le dit, d'accord. Et là, il y a des gens qui vont taguer la maison de Deschamps, etc. Et ça, Deschamps,
ne lui pardonne pas. Mais aussi parce que Deschamps, je pense, n'a pas totalement compris ce que voulait dire Benzema. Et que je pense, mais là c'est mon analyse, que Benzema ne dit pas que Deschamps est raciste, il dit qu'il a été peut-être influencé par une forme de racisme latent dans l'opinion publique vis-à-vis de Benzema, qui incarne la banlieue, etc., les quartiers, etc. Et donc, je pense que sur cette incompréhension, c'était à Benzema d'expliquer peut-être mieux ce qu'il voulait dire. Je ne suis pas totalement d'accord avec toi, Hervé, pour être honnête, mais ça mérite d'être entendu, ce que tu viens de développer ici. Et c'est en discutant qu'on arrivera peut-être un jour à trouver la solution. On n'a pas de solution, mais en tout cas, trouver une finalité. Ce qui est dommage à l'arrivée, c'est que la victime, ce n'est pas Deschamps, ce n'est pas l'équipe de France, c'est Benzema. Voilà. Et que je pense que, vraisemblablement, Benzema, quand il aura 60 ans, et que tout ça sera un peu retombé, il dira j'aurais peut-être dû tout faire pour jouer cette Coupe du Monde finalement. 0-4. Les deux étaient trop fiers en fait. 04 84 80 69 deux fois Hervé Matou, l'invité de All Night System spécial encore pendant 5 grosses minutes. Et on va accueillir Thierry. Bonsoir Thierry et bienvenue à toi camarade. Bonsoir Bart, c'est Thierry des Rouges et Bleus à l'appareil. Bonsoir Thierry des Rouges et Bleus, un groupe de supporters du Groupama et anciennement également du Stade de Gerland. On t'écoute Thierry, bienvenue. Alors, c'est avec grand plaisir que je peux discuter aujourd'hui avec Hervé Matou, qui pour moi, il l'a dit lui-même, est un journaliste très neutre. Et je viens d'apprendre à l'instant qu'il était supporter du Clermont Foot. Donc voilà, c'est vrai que j'ai toujours aimé cette neutralité qu'il avait. Et le CFC, pour moi, une émission que j'essaye de ne pas louper parce que c'est vraiment une émission toujours intéressante. Donc ma question, j'en avais même deux, mais je vais en poser déjà une. Je voulais savoir ce que pensait Hervé par rapport au fait que la Ligue, comme la Fédération française de foot, n'a pris aucun avis auprès des supporters concernant la potentielle reprise du championnat ou pas, suite à la crise sanitaire que nous subissons, sachant que nous, de notre côté, le club, l'institution OL, nous demande ce qu'on en pense, même si peut-être que notre avis n'a pas un grand impact, mais on s'aperçoit quand même que les deux seules personnes qui ont parlé de nous aujourd'hui sont Jean-Michel Aulas et Rudy Garcia, et que les institutions, la FFF et la LFP aujourd'hui, ne parlent jamais des supporters, mais parlent vraiment que du championnat, de ses joueurs et rien d'autre. Comme si les supporters n'existaient pas. Merci Thierry pour ta question. Hervé, est-ce que tu arrives à comprendre qu'on passe finalement au dernier plan, les supporters, et qu'on pense d'abord aux joueurs, aux entraînements, etc., à la reprise de la compète? Honnêtement, dans la situation dans laquelle on est, qui est, on le comprend tous, extrêmement compliquée, puisqu'on n'arrive pas à imaginer mentalement comment ça pourrait reprendre, parce qu'on pense naïvement à l'entraînement et au match. Mais il y a tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire est-ce que les joueurs rentrent chez eux après l'entraînement, comment les joueurs se déplacent pour aller d'un stade à l'autre, d'une ville à l'autre, où vont-ils, sachant que la plupart des hôtels sont fermés, où vont-ils lorsqu'ils arrivent dans la ville dans laquelle ils doivent jouer le matin pour jouer le soir. Enfin voilà, c'est ultra compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, l'option d'un stade plein n'est même pas évoquée parce qu'elle n'a aucune chance d'exister à court terme. Donc, je comprends que les supporters soient frustrés par ça, mais je pense qu'il y a aujourd'hui, si les instances du foot veulent essayer de terminer la compétition, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de terminer ce championnat dans le sprint final, il n'est pas du tout imaginable que ces matchs-là puissent se jouer avec des supporters à courte échéance, parce que regardez, tous les Roland Garros de France, l'Euro, les Jeux Olympiques, voilà. Donc on sait qu'il n'y aura pas de match avec du public dans les 3 mois. Donc je pense que c'est suffisamment compliqué pour que on ne rajoute pas finalement des éléments qui aujourd'hui n'entrent pas dans la boucle de la reprise. Voilà Thierry pour la réponse. Je ne fais pas de réponse. démagogie, hein, je dis ce que je pense, mais voilà.
Non, mais c'est toi l'invité de En fait, cette émission et on est, comment dire, on est bien élevé, tu déroules ton opinion, etc. Et tu as tout à fait le droit. Merci Thierry, à très bientôt. On va bientôt terminer cette émission. Je voudrais quand même que tu nous parles parce que j'ai trouvé ça sur Twitter. On m'a demandé à ce qu'on te pose des questions et tout le monde m'a envoyé, dis-lui qu'il nous raconte l'anecdote avec Giroud. Alors j'ai été comme tout le monde sur le web et j'ai rien trouvé. Alors c'est quoi cette anecdote? Écoute, je ne sais pas à quelle anecdote pensaient les gens, sachant que j'ai fréquenté Giroud, j'ai quand même fait 2 Coupes du Monde et un Euro avec lui. Donc, Tu dois en avoir un paquet d'anecdotes. Donc j'en ai quelques-unes, mais je pense qu'il s'agit certainement du fait que ma relation avec Giroud a mal commencé, puisque j'étais donc à Téléfoot à l'époque, dans les années 90, et je suis allé couvrir, ça faisait 2-3 ans que j'étais déjà à TF1, je n'avais pas eu l'occasion d'aller à Auxerre, à la Baie des Champs, et j'étais envoyé sur un match entre Auxerre et Monaco, où il y avait Jürgen Klinsmann, qui était l'attaquant de Monaco, qui ce soir-là s'est fait absolument massacré par William Prunier, qui était le stopper de la GIA. Et donc, un poète. Un poète. Ouais. Et je suis rentré demain à TF1. J'ai dit, putain, il y a eu un traitement de choc sur Klinsmann, etc. Et donc, Frédéric Jaillon, qui était le patron du foot, peut-être de manière un peu inattentive, m'a dit oui, bah, vas-y, fais ce que tu as à faire, etc. Et j'ai fait donc un sujet, plus on était en plateau à l'époque, plus une sorte d'encadré, un petit off supplémentaire où je montrais vraiment, en gros, j'ai dit que Prunier avait massacré Klinsmann. Avec le recul et avec les 30 ans d'expérience, j'avais peut-être été un peu dur aussi. Voilà, parce que et il t'avait tiré les oreilles, c'est quoi l'histoire? Alors, donc ça c'est le truc 1, et il m'avait fait plus que tirer les oreilles, c'est-à-dire que l'après-midi, Téléfoot était le matin à l'époque, l'après-midi mon téléphone a sonné, c'était Giroud, avec qui j'avais déjà fait un Euro, mais pas en binôme, donc on me connaissait déjà quand même. Et donc là, il a décrété que j'étais interdit de stade à la Baie des Champs pour 30 ans. Que plus jamais. Et là, il a commencé à m'attaquer dans la presse avec toute la force médiatique que pouvait avoir Giroud, qui était en plus le consultant phare de TF1 à l'époque. Et la direction de TF1 était un peu emmerdée. Enfin, entre le petit jeune et Giroud, ils n'allaient pas se fâcher avec Giroud pour un petit jeune. Et donc, il m'a massacré partout. Mais au téléphone, il monte dans les tours avec toi, il est agressif? Fou, il m'a dit, en gros, il m'a expliqué des milliers d'Auxerrois avec des fourches montaient vers Paris, vers la capitale, pour me couper la tête et mettre ma tête sur un pic, que c'était du jamais vu, un scandale, etc. Enfin, voilà. Donc j'ai été interdit de stade à Auxerre. Et pour la petite histoire, 3 mois plus tard, match retour à Louis II. Donc Prunier se retrouve encore face à Klinsmann. Prunier un peu traumatisé par le truc, boit le bouillon et Klinsmann marque, je crois, 4 buts. Et à la sortie du match, Prunier appelle la presse et dit « J'arrête ma carrière. J'arrête ma carrière. Je remercie Hervé Matou qui a brisé ma carrière. J'arrête le foot. » Et là, Giroud, alors c'était en train de retomber, on était 4 mois plus tard, remet une couche et là, il a interdit 3 générations de Matou à venir à la Baie des Champs. C'est-à-dire que mon fils et mon petit-fils n'avaient pas le droit d'aller à la Baie des Champs. Bon, heureusement, le temps a fait son œuvre. Et, c'est génial. J'ai pu retourner à Auxerre plusieurs fois et j'ai pu devenir un ami avec Guy, puisque j'ai fait la Coupe du Monde avec lui en 98 après. Allez, on va terminer cette émission avec une petite interview confinement, si tu veux bien. Hervé, je vais te poser des questions, tu me réponds au ping-pong. On y va. Qu'as-tu appris sur toi, camarade Hervé, depuis le confinement? Que j'aimais bien avoir du temps. Quelle est la première chose que tu vas faire lorsque le confinement sera terminé? Vraisemblablement aller au bureau. Que vois-tu de ta fenêtre depuis ton confinement? Je vois la Marne, une rivière tranquille et puis du vert. On n'aime pas trop ça ici, le vert. Que fais-tu que tu ne faisais plus depuis le confinement? En fait, rien de totalement nouveau. Je fais juste tout plus
ou plus tranquillement. Donc, je regarde. Alors, ce que je fais plus ici, c'est regarder des matchs en live, des matchs en direct, mais ça, on est tous dans le même bateau. Mais je regarde des matchs d'archives, je lis plus, je range plus, je regarde des séries plus, je m'occupe de mes enfants plus, je mange, non, je fais du sport plus. Et pour terminer, as-tu pris des nouvelles ou reçu de nouvelles de personnes que tu avais pas vues depuis très 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 longtemps depuis le confinement? Non, pas de fantômes revenus de l'au-delà, mais par contre, j'ai appelé plein de gens, effectivement, que je n'aurais peut-être pas appelé comme ça. Voilà, j'ai pris le temps d'appeler plein de personnes et en condensé. Merci beaucoup Hervé d'avoir passé cette jolie demi-heure Avec sur plaisir. OLTV et tu reviens nous voir quand tu veux, on parlera ballon, je suis sûr que ça va être passionnant. Pas de souci, pas de souci. C'est gentil Merci à toi, Hervé. Marat. Mais avec plaisir, merci beaucoup. On se retrouve demain avec Roland Courbis. Roland Courbis sera l'invité d'OL Night System demain, 04 84 80 69 deux fois. Posez-lui des questions dès maintenant sur le répondeur et vous passerez peut-être demain entre 17h30 et 18h. Passez une excellente soirée. Merci encore Hervé et surtout n'oubliez jamais les gars. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Formidable!